Bonjour, vidéo T007H, toujours dans les télémétriques. Cette fois-ci, on va voir les Visoflex. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sera en un ou deux opus, parce que ça risque d'être un peu long. Parce que Leica, mais pas que Leica, Contax et Nikon, se sont bien rendus compte que les boîtiers télémétriques, c'était bien pour les focales courtes jusqu'à 135 mm, mais que ça posait problème pour les focales plus longues. Et ça posait des problèmes pour la macrophotographie. Et donc, ils ont développé des systèmes qui, chez Leica, c'est appelé Visoflex, et chez les autres, je ne sais pas comment ça s'est appelé, parce que j'en ai pas, et voilà. Et qu'on ne peut pas tout avoir. Et donc, Leica a développé des Visoflex, et a développé des Visoflex très tôt, puisque le premier modèle qui s'appelle le Plot, P-L-O-O-T, est sorti dans les années 30. Voilà, je vous rappelle que le système télémétrique est sorti dans les années début 1930, grosso modo, parce que le Leica 1A est sorti effectivement plus tôt, 1927, quelque chose comme ça, mais le Leica Couplex 2D, donc télémétrique, lui, il est sorti dans les années 30. Et donc ils ont sorti un magnifique objet que voici, qui est un plot. Donc ceci est un plot. Voici un plot. Et le but de cet accessoire est de transformer votre appareil photo télémétrique en quelque chose de réflexe qui permet de voir à travers l'objectif et de faire la mise au point sur un dépoli. Voilà, donc, et j'en parle, alors pourquoi j'en parle? Parce que d'abord j'en ai, que c'est quelque chose d'intéressant, parce que du coup ça permet d'avoir des... Ça permet d'ouvrir des possibilités, d'avoir accès à certains objectifs dont certains sont, même au jour d'aujourd'hui, même au jour du numérique, très intéressants. Voilà. Et ça permet, pour quelques utilisations sporadiques, de faire de la photo avec des longues focales. Voilà. Je ne sais pas si je ferai un meeting aérien avec, ou alors si je le fais, c'est pour rigoler au début, mais je pense qu'on doit pouvoir faire un meeting aérien avec. Et puis, on doit pouvoir, par contre, faire de la photo animalière, c'est pas inenvisageable. Voilà. Mais on va faire de la photo animalière comme on en faisait dans les années 70, c'est-à-dire pas... voilà, comme quand on en faisait en argentique. Donc, c'est un système modulaire dans lequel il y a un miroir. Voilà, et le miroir, quand j'appuie sur le bouton, le miroir se soulève. Voilà. Et donc, par exemple, ce système-là peut intéresser les gens qui font de la photo d'astronomie, parce que si vous mettez un Leica numérique, genre monochrome, ou genre les derniers qui montrent réellement bien en ISO, derrière votre lunette, et bien là, vous avez ce qu'on appelle en astronomie un flip mirror, que vous allez payer pot de balle, quoi. Donc au-dessus, et c'est l'intérêt du plot, parce que dessus, il y a un verre de visée un peu spécial. Alors je vais essayer de faire, de zoomer dessus. Et donc vous voyez, il y a une petite tache centrale qui est en fait un verre clair. C'est un verre clair avec un réticule, et c'est l'intérêt du plot d'avoir ce verre ce dépoli là spécifiquement. Il y a un intérêt qui est alors c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que j'espérais avoir ça, parce que le plot a un viseur qui lui est propre, et donc que l'on trouve généralement que livré avec le plot. Donc ça se monte dessus avec un système à baïonnette. Alors il faut trouver la position où il se verrouille. Voilà. Et on peut enlever l'oculaire. Et on a un petit levier qui met en place on a un petit levier qui permet de mettre en position un petit bras. Alors ça va à droite ou à gauche, suivant que vous êtes droitier ou gaucher. Et en fait,
c'est un oculaire qui permet de voir le vert clair du dépoli au centre pour faire ce qu'on appelle une mise au point par parallaxe. Voilà. Et sur le papier c'est très bien, sauf que la force nécessaire à enlever l'oculaire va vous faire bouger votre instrument. Donc à la limite, tout ça, ça s'ajuste et tout ça, ça se nettoie, ça se dégraisse déjà, oui, effectivement il aura besoin d'un bon nettoyage, mais c'est là où on se dit que les ingénieurs sont un peu con-cons, parce qu'ils auraient fait le système de façon à ce que la loupe fonctionne avec l'oculaire, ça aurait été quand même 100 fois mieux, voilà, optiquement parlant. Et le bouton molleté tourne pour faire la mise au point de la loupe qui est dedans. Bon, donc le plot est intéressant pour cela, pour cet usage-là, si vous faites de la photo sur microscope ou de la macrophotographie sur bande repro, voilà. Pour ça, c'est pas mal. Faire de la photographie en plein champ, et du moins avec ce viseur-là, c'est sport, quoi. C'est sport. Donc le plot a une monture pour monter un boîtier. Et donc là, on a une monture en 39 à vis, et à ma connaissance, le plot n'existait qu'en 39 à vis, mais rien n'empêche d'utiliser une bague de couplage 39 à vis monture Leica M pour la serrer, et pour après utiliser un boîtier, je vais prendre celui-là, voilà, utiliser un boîtier éventuellement numérique, voilà, et vous avez monté un joli M240 sur un plot de 1930, 30, 32, 33, je ne sais pas, voilà. Et donc avec ça, vous pouvez faire de la macro, vous pouvez faire de la photo, vous pouvez faire, parce que l'intérêt du système Visoflex que je vais vous présenter, on ira jusqu'au Visoflex moderne qui est le VF2 et la 020, hein, la 020 qui se monte sur le M10 et la EVF2 qui se monte sur justement le M240. Donc restez jusqu'à la fin. Et donc du coup, on peut monter ça dessus et utiliser ou les objectifs Visoflex ou le système macro Visoflex, parce qu'en fait, Leica au départ, et je vous le rappelle, est une entreprise qui fabriquait des microscopes aussi, et des systèmes de reproduction et des systèmes macro vraiment très très évolués et très très avancés. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi au boulot, je suis amené à faire des photos macro de pièces détachées, de pièces mécaniques pour des contrôles de qualité et choses comme ça. Et j'achète, j'ai encore acheté il n'y a pas très longtemps, des objectifs fabriqués par Leica pour des systèmes comme ça, parce que ils sont très très bons. Ils sont vraiment très très bons, et tout ce que j'ai pu essayer, que ce soit chez Nikon ou ailleurs, en plus récent, et en fait n'est pas aussi bon. N'est pas aussi bon. Enfin bref, on continue. Et donc le principe, je vais vous présenter d'abord les chambres, et puis après je vais vous présenter les objectifs et les soufflets. Donc on a le plot, qui est le premier modèle. Après, on a eu la Visoflex 1. Donc voici une Visoflex 1, voilà. Donc si je le mets à côté du plot, alors je vais enlever les bouchons, alors à chaque fois je me cours dans les sens, voilà, tac, hop, on dévisse les bouchons, voilà, on met les bouchons à côté. Donc là, on a d'un côté, alors que je ne me gourre pas, voilà, donc on met dans le sens de la lumière. Donc l'objectif se met de ce côté-là, voilà, et le boîtier se met de ce côté-là, d'accord ? L'objectif se met de ce côté-là, et l'objectif se met de ce côté-là, et le boîtier se met de ce côté-là. Et pareil pour le plot, voilà, donc on a la même monture 39 à vis devant, et bon, derrière, là on en a une en monture 39 à vis, et là on en a une en monture M, pour boîtier M. Mais la Visoflex 1 a aussi existé en 39 à vis. Voilà, donc je vous ai fait un petit tableau, parce que
Il y a des collègues de forum du côté de Genève qui n'arrivent pas à comprendre le système Visoflex parce que c'est trop compliqué pour eux. Mais en fait, le système Visoflex est très très simple. Il n'y a pas plus simple. Et voilà. Donc, le plot pour un boîtier 39 et des optiques 39. La Visoflex 1 pour un boîtier 39 existe en version pour boîtier 39, en version boîtier 39, en version boîtier M, et on monte dessus des objectifs en diamètre 39, monture 39. La Visoflex 2, puisque je suis en train de faire mon tableau, existe en monture boîtier 39, en monture boîtier M, et on met dessus des objectifs en monture M. La Visoflex 3 n'existe à ma connaissance qu'en monture M, et utilise des objectifs en monture M. Et il y a un accessoire qui s'appelle le Ubio, qui a une monture M et sur lequel on monte les objectifs 39. Et cette Ubio, je vais vous le montrer maintenant, cette Ubio sert à monter les objectifs 39 de Visoflex sur les Visoflex à monture M. D'accord? Voilà, donc hop. Donc, et voici un Ubio. Donc c'est une espèce de petite bague à longe. Voilà. Fais le point, Coco, fais le point. Et donc cet Ubio a une baïonnette M derrière et a une monture filetée devant. Et voilà. Parce que donc je vous ai présenté la Visoflex 1. Donc la Visoflex 1, alors on joue au Lego aujourd'hui. La Visoflex 1 va permettre va se monter sur un boîtier. Hop. Alors, la Visoflex 1, voilà, montée sur le même boîtier Leica numérique. D'accord? Montée sur le même boîtier numérique, Leica M numérique. Alors, la différence entre... alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, ils en ont vendu des milliers du plot, et ils se sont dit, tiens, on va faire un peu plus moderne, on va redessiner, on va faire un peu moins... On va essayer de diminuer les coûts, et puis ils ont sorti un nouveau modèle, hein. C'est pas plus bête que ça. La chose qu'il faut voir, c'est que là, on a le poussoir à gauche, le poussoir de relevage de miroir à gauche, alors que dans le Visoflex 1, le poussoir est à droite. D'accord? Est à droite. Voilà. À droite, virgule, et incliné. Voilà. C'est-à-dire que si je tiens mon truc droit, voilà, vous voyez que la caquette part en biais. Et ça va être important pour le mode de fonctionnement. Ils ont fait une Visoflex 2. Voilà, donc voici une Visoflex 2. Voici, alors, hop. Oui. Donc ils ont fait la Visoflex 2. Voilà, ceci est une Visoflex 2. On enlève le truc. Alors la Visoflex 2, elle est plus courte. Elle est plus courte comme la Visoflex 3. Visoflex 2, Visoflex 3 ont la même longueur de truc, ont la même longueur, la même épaisseur optique, et il y a une baïonnette M devant. Alors c'est pareil, ça existe avec une baïonnette M derrière, mais hop, ça existe aussi en version vissante. Donc on a la baïonnette M qui est devant et la monture vissante qui est derrière. Voilà. Et il n'y a pas que ça qui change, le bras de levier n'est pas le même. Le levier n'est pas le même, d'accord? Et donc le levier n'est pas le même parce que la vissante est faite pour aller sur les boîtiers vissants et celle à monture M était faite pour aller sur les boîtiers M, d'accord?
Parce que ce levier-là, en fait, c'est le levier sur lequel on va appuyer, ça va relever le miroir, vous l'avez entendu, tac, ça relève le miroir, et après ça déclenche. Donc du coup, dans le cadre de la Visoflex 2, pour la monter, on va tirer un peu sur le levier, le mettre vers l'avant, pardon, et puis on va prendre un boîtier vissant. Yop. On visse le bousin dessus. Voilà, tac, 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 hop. On le visse, on le ramène droit. Après, on ramène le bras de levier sur la face arrière. Et donc, le principe, c'est vous avancez votre film, vous baissez votre miroir, vous faites la mise au point, et quand vous appuyez, ça fait l'un après l'autre. Ça lève d'abord le miroir, et après, ça déclenche. Et on règle et sur les Visoflex avec un bras, on a une petite vis chromée. On a une petite vis chromée qui permet de régler la longueur du poussoir qui va venir actionner le bazar. Voilà, donc quand on va appuyer, alors j'attends que la mise au point se fasse, vas-y, fais la mise au point. Alors il y a le bouton du déclencheur, il y a le bouton de l'armement, voilà. Donc quand je vais appuyer, on va d'abord relever le miroir et après ça déclenche. Voilà. Et donc quand on utilise ça, bien sûr on fait ça d'un mouvement schlack. Ça marche très très bien. Et moi j'ai réussi à faire des photos dites d'action. Hein, alors je ne suis pas sûr de les retrouver parce que l'ordinateur sur lequel je fais le montage, il n'y a pas mes photos dessus. Et comme ça, mais bon, d'un chien qui chope un frisbee, et j'ai le chien en l'air qui mord le frisbee. Voilà. Donc ça j'ai réussi à faire ça avec cette Visoflex là. On continue sur la présentation des Visoflex. Hop, et donc après on a eu la Visoflex 3. Voilà, bouchon qui se casse la gueule. Donc la Visoflex 3, elle est un peu particulière. Elle est un peu plus grosse que la Visoflex 2. Et elle a toujours la même épaisseur. Elle est en baïonnette M derrière. Voilà. Et cette fois-ci, le levier est différent. Voilà. Et donc ça, par exemple, oui, c'est net. Là, vous voyez, j'ai mis des traits verts sur le dépoli, parce que c'est la Visoflex que... Alors, je suis rentré dans ce système-là grâce au Leica M8. Vous savez, le Leica M8, qu'on pouvait vérifier la mise au point tout de suite, si c'était bon ou pas bon, et ainsi de suite. Et donc là c'est ma Visoflex que j'ai modifiée pour le Leica M8. Et là, vous avez le cadre vert du cadrage du Leica M8. Comme le M8 est un Leica en APS-H, et que ça c'est fait pour faire du 24-36, eh bien j'ai un système réflexe qui me permet de voir autour du bousin. Voilà. Donc bon, ça se monte. Alors celle-là, elle se monte particulièrement. C'est on positionne le truc verticalement dessus, on enclique le verrou de la baïonnette dans le cran de la Visoflex, et on a un petit levier là que l'on va tourner, et ça va faire tourner la baïonnette dedans pour la verrouiller. Voilà. Elle a une autre particularité qui est au niveau du fonctionnement du miroir. Donc le fonctionnement du miroir, on a un petit bouton ici sur lequel il y a 3 gravures. Alors en fait, il fallait me dire Coco, vas-y, tu peux le faire. Voilà, où il y a 3 boutons, où il y a... Non, ah, bon. Pourtant, où il y a 3 gravures dessus. Voilà. Il y a 3 gravures dessus, parce que ça correspond aux 3 modes de fonctionnement du miroir. Donc il y a un fonctionnement où le miroir se soulève, on arrive en position, alors il n'est pas réglé pour cette position-là, voilà. Il y a une position où le miroir se soulève lentement et après ça déclenche. Et puis il y a une position où on appuie, ça arme ressort, et puis tout d'un coup, crac, ça déclenche. Et le miroir se relève instantanément et ça déclenche tout de suite. Et puis il y a une autre position où, en tournant le bouton, ça va relever le miroir. Voilà. Alors moi, personnellement, je préfère cette position-là. Bon, ça couine un peu, mais ça me permet de relever mon miroir pour regarder ce que me dit le posemètre du boîtier. Voilà.
Donc cette version-là est très intéressante pour la photo où on a besoin du pose-mètre et la photo d'action, la photo que vous faites vous et moi tout le temps. Et donc, moi, je l'utilise comme ça. Alors, c'est un système que j'ai beaucoup utilisé avec le M8, parce qu'avec le M8, c'était particulièrement intéressant parce qu'on voyait autour du champ. Donc, par exemple, j'ai fait des photos pendant les vendanges de Montmartre. Tu sais pas s'il y a quelque chose qui va rentrer dans ton champ ou un truc comme ça. Là, tu vois autour du champ, et puis des fois, on va déclencher un peu plus vite que prévu parce que il y a quelque chose qui va rentrer et ça permet de faire une photo quand même. Voilà, donc ça c'est la Visoflex 3. Donc je l'utilise, quand je fais de la photo en extérieur, j'utilise la Visoflex 3. Quand je fais de la photo sur bande repro, j'utilise plutôt la Visoflex 2 ou la Visoflex 1. Ça dépend, c'est au choix. Et quand je fais de la nature morte, éventuellement du portrait sur pied, ça serait plutôt la Visoflex 1 que j'utiliserais. En studio, vous voyez, photo de studio, photo de nature morte, photo de portrait sur pied, quand l'appareil est sur pied, typiquement c'est la Visoflex 1 qu'il faut utiliser, quand on peut. Alors, donc l'Ubio que l'on a vu, l'Ubio que l'on a vu va nous permettre de monter devant la... Alors, il n'est pas réglé dans le bon sens, il a été tourné. Alors, il a été tourné, voilà, tac, hop. Donc l'Ubio se monte sur la baïonnette M et se verrouille, et du coup je me retrouve avec une monture 39 à vis. Monture 39 à vis, et puis surtout l'avantage c'est que du coup ça me met la monture 39 à vis a du coup la même longueur que la Visoflex 1, et le but de l'Ubio est de permettre d'utiliser sur la Visoflex 2 et 3 les mêmes objectifs que la Visoflex 1. Voilà, donc si je prends un objectif qui est typiquement un objectif de Visoflex 1, qui est donc en monture 39 à vis, je vais le visser dessus, voilà. Voilà, hop, c'est vissé dessus. C'est vissé dessus. Voilà. Bon, et avec ça, j'ai donc c'est le Hector 12 cm que je vous ai montré, qu'on peut aussi utiliser sur la Hasselblad. Voilà, c'est un objectif de Visoflex. Voilà. Alors je ne l'ai pas acheté pour le monter sur la Hasselblad, je l'ai acheté pour l'utiliser sur le Leica d'abord, et puis il se trouve qu'il se monte aussi sur la Hasselblad, donc j'ai acheté la bague pour le monter sur la Hasselblad. Alors vous allez me dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour viser? Alors, puisqu'on parle des objectifs, il y a 3 types d'objectifs chez Leica. Il y a les objectifs qui se montent directement sur les boîtiers. Il y a les objectifs qui se montent directement sur la Visoflex 1. C'est le cas de l'Hector, qui est ici. Il y a les objectifs qui se montent directement sur la Visoflex 2 et 3. Et dans les objectifs qui se montent directement sur le boîtier, il y a des objectifs dont on peut démonter la bague de mise au point pour mettre une bague de mise au point spéciale pour le monter sur la Visoflex. Par exemple, on va faire ça. Alors, donc, je démonte mon truc, voilà, hop, hop. Alors, pendant que j'y suis, je vais remettre le bouchon, voilà. Et donc, par exemple, si je prends ce 135 mm, voilà, donc ça c'est le 135 2.8 Elmarit, pardon, Let's Canada, Elmarit, 135 2.8, très bon objectif, pas cher. Qui a donc les lunettes pour pouvoir être monté directement sur le boîtier, eh bien cet objectif a la particularité, mais comme beaucoup d'objectifs fabriqués avant 1984, cet objectif, alors je fais attention parce que
voilà, a la particularité de se dévisser. Voilà, hop, ça se dévisse. Il faut faire attention, hein, mais c'est le fonctionnement normal, hein, c'est le fonctionnement normal. Voilà, donc on pose le truc délicatement et on va trouver la bague qui va bien, qui va se visser en lieu et place du bousin. Voilà, hop, et qui va pouvoir se monter sur mon truc. Voilà. Et voilà, et j'ai monté mon objectif, donc c'est toujours le même Elmarit, hein, toujours le même Elmarit. Et hop, hop, voilà. Alors j'ai monté un prisme dessus, et avec, je vais pouvoir faire ma mise au point de l'infini à une distance de grosso modo 1 mètre ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors cette bague-là existe, alors elle a le joli nom de... qui est dégueulasse d'ailleurs. Alors c'est la 16662, 16462, excusez-moi, mais elle a existé en 3 versions. Elle a existé en version sans gravure, elle a existé en version gravée pour le 135-2.8 et elle a existé en version gravée pour le 90 mm ouvert à 2. Parce que, donc voilà, donc je dévisse mon objectif, puis je vais le revisser là-dessus. C'est un peu long, mais bon. Si vous trouvez les vidéos trop longues, je vous rappelle que vous pouvez mettre la vitesse de lecture en x2 ou x1.5 et que finalement ça passerait bien. Bon, ça me fait une voix un peu de fausset, mais bon, ça permet de gagner du temps. Bon, et donc si on prend le 90 mm Summicron, voilà, 90 mm Summicron, hop, voilà, et bien lui aussi, il se dévisse. Voilà, il se dévisse. Et il partage la même bague de mise au point. Alors, quand on commence à s'intéresser à ça et qu'on se dit tiens, je voudrais m'acheter ça, et bien la première chose à faire, c'est d'aller sur les sites et les forums sur les sites et les forums dédiés Leica pour trouver les documentations techniques de l'époque, les catalogues et choses comme ça, pour savoir quel objectif va avec quelle bague, et ainsi de suite. Et ainsi, quand vous allez acheter sur eBay, eh ben, vous n'allez pas acheter n'importe quelle bague parce qu'elle ressemble, mais vous allez acheter la bonne bague. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis, mais un collègue de forum, salut Cédric, il a eu visiblement beaucoup de difficultés pour trouver ça. Moi, non, j'ai eu aucun souci. Quand je cherchais une bague, j'ai trouvé ma bague, et puis ça s'est monté, et ainsi de suite. Voilà. Donc cette bague-là, elle fait 2 objectifs, et pas plus. Et puis il y a d'autres bagues pour d'autres objectifs. Alors j'en ai amené une autre. Par exemple, alors oui, elle est là, voilà. Alors, hop. Hop. Donc je dévisse la bague, voilà. Et puis donc là, on a un joli objectif. Elmar 90 ouvert à 4, voilà, on fait la mise au point coco, voilà, 90 ouvert à 4, voilà, alors celui-là, il faut que je fasse attention parce que le diaphragme a besoin d'une révision, a besoin d'un nettoyage, voilà. Donc on dévisse la tête, voilà, et puis on prend la bague, donc celle-là, c'est la Ouago, O-U-A-G-O, voilà, donc comme le port-salut, c'est écrit dessus. Voilà. Elle est faite spécifiquement pour le 90 ouvert à 4. Et on visse papa-maman.
Voilà, tac. Donc il y a une monture M derrière. Hop. On dévisse le bousin. On prend le bousin. Tac. Et voilà mon objectif qui est monté sur le sur l'appareil. Voilà. On a besoin d'un peu de graisse, ça. Voilà. Ah oui, d'accord, je me disais, tiens. Oui, je me disais, tiens, je vois flou. J'ai pas mis le bon prisme. Voilà. Hop. Hop. Ah, bah c'est mieux là tout de suite. Voilà. Et donc là, j'ai une mise au point. Et là, j'ai mon écran qui est à peu près à 1 mètre. Et je peux faire la mise au point à 1 mètre. Mais au cas où ça n'aurait pas suffi, on va retrouver dans le catalogue une bague OTQ NO. Alors ça, ce sont les références. Leica a eu 2 jeux de références. Ils ont eu une référence à base de lettres, et après ils ont eu des références à base de chiffres. Voilà. Donc là, je vous donne des références à base de lettres, parce que c'est plutôt ancien, et pour les trucs un peu plus modernes, c'est des références avec des codes à chiffres. Et là, j'ai donc, je visse une petite bague à longe qui vient là, voilà, et qui du coup va me permettre de faire la continuité. Donc là, l'objectif rentré à fond, j'ai la mise au point à peu près à 1 mètre, et puis si je dévisse le truc à fond, je vais me retrouver avec, alors il est à pleine ouverture, oui, quand même. Il est à pleine ouverture, et là, je vais me retrouver avec une mise au point. Voilà, à 50 cm à peu près. À 50 cm. Là, je fais la mise au point. Si j'essaye de faire la mise au point là-dessus. Voilà, là, je fais la mise au point sur le sommet de cet objectif-là. Donc, il y a 50 cm à peu près. Au cas où ça n'aurait pas suffi, Monsieur Leica vous fait des jolies bagues à longe, alors cette fois-ci, la référence, elle est plus en lettres, elle est en chiffres. Donc c'est la 164-69, voilà, 164-69, qui est une bague à longe à monture M de chaque côté, M femelle, M mâle, et qui fait 10 mm de long. Donc, quand on dit ouais, mais ton télémétrique, tu fais pas de macro, moi je te réponds, mon système télémétrique est bien plus capable de faire de la macro que ton gros réflexe de merde. Voilà. Parce que là, on est on est encore dans le domaine de la proxy photographie, mais on va trouver des systèmes de soufflet, par exemple. Voilà. Donc on va trouver un système de soufflet. Et donc ça, alors chez Leica, il y a 2 soufflets. Donc il y a le soufflet numéro 1, et là, ce que je viens de monter, c'est le soufflet numéro 2. Et on continue dans notre découverte du système. Si je prends la bonne bague, donc il y a des bagues devant, et que je monte la bonne bague, hop, et que je prends par exemple le 90 mm de tout à l'heure, j'aurais pu faire avec l'autre. Hein. Alors effectivement, faut plutôt être organisé, quoi, parce que voilà. Donc je prends l'objectif, je mets la bague qui va bien, voilà, hop, et je visse ça, il y a les flics qui passent, et je visse ça sur le devant du soufflet. Alors, particularité, c'est que j'ai encore la mise au point à l'infini. Ah tiens, non. Ah, il y a peut-être une bague spéciale pour le 90 alors. Mais j'ai la mise au point
à peu près 1 mètre, et puis là, je peux me rapprocher, je dois pouvoir aller 90 mm. Bah si, 90 mm, non, je devrais avoir l'infini. Pourquoi est-ce qu'il me dit non? Pourquoi est-ce qu'il me dit non? Alors, je dois peut-être pas... C'est la bague que j'ai montée, c'est la bague du 135-2.8. Voilà. Et il y a peut-être une référence pour le 90 mm. Et là, donc si je prends toujours mon bouchon d'objectif qui est là, hein, voilà, donc là, tac, 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 je me rapproche, voilà, je peux encore faire, voilà. Là, j'ai fait la netteté sur le bord du bouchon. Donc je peux me rapprocher très près, et là, le bouchon, je peux en mettre 1,5, je peux mettre 1,5 fois le champ de 36 mm dans le diamètre du bouchon. Donc là, je suis déjà au-delà du grandissement 1 sur 1. Je dois être au-delà du grandissement 1 sur 1. Ah oui, non, c'est pas pour 90 mm, c'est 4 fois. Je suis bourré. Non, Donc, avec un objectif que j'aurais pu acheter pour le portrait, comme le 90 ouvert à 2. Alors, les objectifs qui sont démontables pour utiliser sur le système Visoflex, ce sont les modèles d'avant 1984. Voilà. Leica a jeté l'éponge sur le système Visoflex en 1984, grosso modo. Et pas tous les objectifs. Pas tous les objectifs. Les objectifs qui sont modifiables, c'est essentiellement 90 et 135 mm. Voilà. Les autres, les focales plus courtes, non. Et justement, donc, se pose le problème d'offrir une focale relativement décemment courte pour la photo, et donc ils ont fait un objectif qui s'appelle le Elmar. Alors, je vais dévisser tout ça. Bon, je m'aperçois que... Alors, je tourne l'après-midi exceptionnellement, et puis la luminosité, elle a bien baissé, là. Donc, c'est le Elmar 3565. Alors, c'est typiquement l'objectif à pas acheter. Parce que quand vous allez chercher les objectifs pour les Visoflex et les Visoflex, il y a de fortes chances qu'ils viennent avec. Voilà. Donc moi, cet objectif-là, donc là, j'en ai trouvé un noir, mais je dois en avoir 4 ou 5 chromés. Enfin, ouais. J'en ai 4 ou 5 chromés. Et donc ça, c'est un objectif. Donc c'est un objectif macro qui descend directement avec la bague de mise au point, qui doit descendre. Voilà. Donc là, je suis à agrandissement 1,5 à peu près. Là, je suis à agrandissement 1,5. Et je suis à cette distance-là. Et alors, bien sûr, ah, mais ça ne te suffit pas, tu veux grossir plus, mais c'est pas grave, monsieur Leica y a pensé. Donc, on dévisse la tête de l'objectif. Voilà, hop. On dévisse la tête de l'objectif, on fait attention en le posant. Et on va prendre une jolie bague qui s'appelle la 164-71J. Voilà, et puis on visse la bague au bout du truc, et on revisse le bousin. Alors il faut choper le pas quand même. Puis, vous savez, c'est toujours quand on fait des démonstrations que ça merde. Et donc quand c'est vissé, bon bah là, je fais donc la mise au point la plus courte avec une première bague à longe. Et là, je suis grandissement 1 sur 1, quoi. À peu près, environ. Un peu moins, mais je peux en mettre une deuxième. Hein. Voilà. Donc, le système Visoflex va nous permettre ça pour faire de la photo macro, par exemple. Faire de la photo macro, faire du portrait avec des mises au point, avec des cadrages plus ambitieux, plus serrés, plus facilement.
Alors, la Visoflex est la preuve qu'un ingénieur allemand peut avoir le sens de l'humour. Parce que les dépolis de Visoflex sont vraiment... c'est des horreurs, quoi. Et moi, j'utilise une Visoflex particulière. Moi, je les utilise à peu près toutes, hein. Toutes mes Visoflex, si je les ai achetées, c'est pas pour les mettre en vitrine, hein. Chez moi, il n'y a pas de vitrine. C'est vraiment pour m'en servir. Mais c'est une Visoflex un peu particulière que j'ai, sur laquelle on peut changer le verre de visée. Donc c'est la version micro de la Visoflex. Voilà. Je ne vais pas l'enlever complètement parce que voilà. Donc vous voyez, je peux sortir le verre de visée et donc du coup j'ai changé le bout de verre qui était dedans pour mettre un dépoli de Nikon F3. De Nikon. Alors on peut utiliser la partie plastique du dépoli des Nikon F, F2, F3, F4, F5. Voilà. Parce qu'il faut un verre dépoli qui fait 2 mm d'épaisseur en plastique, qui fait 2 mm d'épaisseur pour remplacer le bout de verre qui est dedans. Et dans la Visoflex 1, qui est ici, j'ai remplacé le dépoli. Alors je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais là, j'ai remplacé le dépoli, donc qui est un dépoli. Alors ça, je vais faire plaisir au petit gars de Courbevoie. Pour faire ça, c'est du high level quand même, hein. J'ai remplacé ça par un dépoli que j'ai découpé dans un dépoli de Bronica GS1 qui fait aussi 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc ça, il faut trouver l'artisan qui vous le fait. Bon, moi je l'ai fait parce que j'ai les machines à la maison. Et que voilà, quoi. Puis, comme disait Audiard, hein, les cons ça ose tout. Donc je l'ai fait sans problème. Alors, on enlève le bousin, on enlève ça, on range ça. Et donc la Visoflex 3 est intéressante pour quand j'utilise le posemètre intégré du boîtier. Et oui, voilà, c'était ça qui venait au bout. Voilà. Parce que sinon, on va se retrouver avec un de ces chantiers. Et donc, l'intérêt de la Visoflex 1, je reviens sur l'intérêt de la Visoflex 1, c'est que, alors la Visoflex 1 n'utilise pas les mêmes viseurs, et donc je vais vous parler de ça, et des viseurs, et de la Visoflex 3, et tout ça. Donc, l'intérêt de la Visoflex 1, quand on va monter avec un objectif dédié pour la Visoflex, donc par exemple, il y a un splendide 200 ouvert à 4, voilà, donc qui est un objectif Visoflex direct, enfin Visoflex indirect, donc en monture 39 à vis. Alors oui, la baïonnette M qui est devant la Visoflex, qui ont des montages d'objectifs M, va accepter tous les objectifs M. Mais on est bien d'accord, seuls les objectifs prévus pour la Visoflex permettent de faire la mise au point à l'infini. Et seuls les objectifs qui ne rentrent pas trop à l'intérieur vont permettre au miroir de bouger, d'accord, de se déplacer. Hein, donc si vous essayez de faire rentrer un super angulon F4 là-dedans, bah, vous allez exploser le miroir, parce que déjà, rien que pour essayer de le faire rentrer dedans, le miroir il est à la place des lentilles arrière. Hein. Donc il y a beaucoup d'objectifs que l'on peut utiliser directement, et dans ce cas-là, comme ce sont des objectifs qui étaient prévus pour être montés directement sur le boîtier et que vous lui rajoutez 30 mm 28 mm de tirage mécanique, vous faites de la macro, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est un truc... voilà, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est ça, est-ce que je pourrais utiliser mon objectif ?» Ben non, ton objectif, il est fait pour se monter directement. Si tu veux pouvoir l'utiliser, il faudrait d'abord que ce soit un objectif prévu pour être utilisé sur la Visoflex, en changeant la bague de mise au point, et sinon, tu ne fais que de la macro. Voilà.
Donc là, par exemple, j'ai le montage avec la Visoflex 1 et puis le 200 mm. Et l'intéressant de ce système-là, et c'est pour ça que je dis que c'est très agréable à utiliser en studio, sur pied, et trucs comme ça, parce que vous montez ça sur pied, vous avez la visée par le haut façon Hasselblad, et puis vous avez un petit bouton sur le côté que je manipule avec le pouce, et vous pouvez faire tourner votre boîtier en vertical. Voilà. Et donc du coup, vous êtes là comme ça, vous regardez, vas-y Coco, vas-y, mouille tes lèvres, bouge, caresse-toi. Non, bon. Et puis tu regardes ça, et puis toi, tu es en cadrage vertical, et tu n'as pas le truc qui est tourné, qui est pivoté, et qui est incliné, ainsi de suite. Donc ce confort-là, on l'a perdu avec la Visoflex 2 et 3, où là, c'est carrément tout l'ensemble qui tourne. Et donc du coup, on perd l'avantage de cette visée verticale. Alors, je les ai oubliés. Je les ai aussi. Il y a 3 viseurs qui vont sur cette monture-là. Alors, enfin 3 viseurs. Et 4 quand on regarde celui-là, parce que celui-là, il se monte. Alors, hop, hop, hop. Celui-là, il se monte aussi dessus, hein, d'accord, hein, il se monte aussi dessus. Et inversement, je peux monter un viseur moderne sur un viseur sur le plot. Donc il y a la loupe directe, qui est ma foi une bien belle loupe. Hein, on a vraiment une belle finesse de mise au point. Il y a le réglage dioptrique, voilà. Donc vous tournez l'oculaire jusqu'à temps de voir net votre dépoli, voilà. Et là, bon, vous avez une superbe visée, magnifique. C'est vraiment impeccable. Bon. Il y a un viseur, mais comme c'est une loupe directe, on a l'image qui est inversée droite-gauche. Donc je me vois mal faire de l'animalier avec ça. Il y a un prisme qui redresse l'image droite-gauche, mais il a un oculaire à 45 degrés. Donc grosso modo, vous visez comme ça. C'est pareil. Je vois pas trop ça intéressant. Enfin bon, j'ai jamais essayé de le faire en pratique, j'ai un peu joué avec, c'est pas terrible. Voilà. D'autant plus que il grossit un peu moins et l'image est un peu moins belle que la loupe. Et il y a un troisième viseur qui s'appelle le PAMU. Leica est merveilleux pour ses références. Donc c'est le PAMU, P-A-M-O-O. Qui est en fait un miroir à 45 degrés avec l'oculaire là. Alors du coup, on retrouve la finesse et la qualité d'image de cette loupe là parce que c'est la même, sauf que on se retrouve avec une image inversée gauche-droite et haut et bas. Donc c'est pareil, je me vois mal faire un meeting aérien avec ça. Bon. Donc ça, je le réserve pour tout ce qui est photo sur pied, de sujets qui bougent peu. Enfin, voilà. J'en ai une autre que j'ai modifiée pour monter directement au cul des télescopes, parce que avec cette loupe là, alors ça c'est le pied total à utiliser. Voilà. On continue sur les viseurs, puisqu'on est en train de parler des viseurs, continuons sur les viseurs. Bon. Donc là j'ai un M240, donc j'ai un comment ça s'appelle, un appareil photo numérique. Je vais lui mettre un objectif, il n'y a pas un objectif qui traîne. Bon, on s'en fout. Allez, hop, histoire d'éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre. Et j'ai mis dessus un prisme. Voilà. Donc ça c'est le prisme droit. C'est le prisme à 90 degrés, pardon, excusez-moi, et c'est le prisme du Visoflex 3. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est un Visoflex 3. Non, mon cher ami, à Courbevoie et à Genève, je vous dis non, parce que, en fait, vous allez voir que on peut faire très bien ce que l'on veut. Voilà. Alors, donc, je prends une Visoflex 2, monture M, que je vais monter, donc, je tire le bras, je le mets vers l'avant, je monte le bousin, je clique, hop, et voilà. Donc, alors, elle n'est pas réglée pour ce boîtier-là, hein, donc ça se règle, hop, hop. Voilà, hop.
Voilà. Et donc en fait, vous entendez le bruit, d'abord du miroir qui remonte, et après du déclencheur. Alors là, je ne l'ai pas fait rapide, mais si je le fais rapide, les bruits sont très proches. Voilà. Donc il faut apprendre à régler sa Visoflex. Ça peut varier avec la température. Donc moi, je me suis déjà fait avoir une fois une sortie photo en hiver où j'avais réglé à 20 degrés et puis dehors il faisait 2-3 degrés et puis le miroir s'est relevé un peu plus lentement et donc j'ai eu des artefacts du miroir qui est rentré, qui n'était pas relevé alors que la photo commençait déjà à déclencher. Donc maintenant je laisse carrément normalement je laisse un bon millimètre de jeu, pour être sûr que ça déclenche. Mais ça c'est la Visoflex 2. Et là c'est un Leica M4P. Donc le Leica M4P a le même volume que tous les Leica télémétriques du M3 jusqu'au M6 classique et au Leica MP. Voilà. Et donc je peux monter dessus un prisme, donc c'est une Visoflex 2, donc je peux monter dessus le même prisme que tout à l'heure, à savoir le prisme du Leica Flex, de la Visoflex 3, qui est plat, là, vous voyez, il y a de la lumière qui passe au-dessus du boîtier, et je peux monter dessus le prisme de la Visoflex 2, qui se reconnaît très facilement, parce que d'abord, il a un gros oculaire rond, qui est réglable, voilà, qui est réglable. Voilà, donc là, il sort beaucoup, et puis là, je peux le rentrer. Donc là, je vais le sortir au maximum. Voilà, le truc est sorti, et puis vous réglez ça à votre vue, jusqu'à temps de voir. Donc sur le dépoli standard, il y a un petit cercle, très très fin, et puis et des tonnes de poussière. Et vous réglez ça là-dessus. Alors le prisme à oculaire rond va donc sur tous les boîtiers Leica M jusqu'au M6 non TTL et Leica MP. MP et MA qui sont en fait, ils ont enlevé le système TTL et donc du coup ils sont revenus à la dimension d'avant. Ils ne se montent pas sur le M7, M6 TTL et tous les boîtiers numériques. M8, M9, M10, ça ne se monte pas dessus. Donc si vous optez pour ce système-là, pour voir d'abord, faites attention de ne pas vous faire refiler ce prisme-là. Voilà. Mais le prisme qu'il faut acheter, il est facile à reconnaître parce qu'il a un oculaire carré. Et sa base est complètement plate. Vous voyez, sa base est complètement plate. Voilà. Alors, si vous avez des problèmes de vue comme moi, les correcteurs dioptriques pour Visoflex et tout ça sont très difficiles à trouver. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'achète des correcteurs dioptriques de Nikon en plastique. Voilà. Que je retaille à la lime diamantée. Voilà, c'est du plastique, donc alors il faut faire attention de ne pas casser la lentille, hein, mais c'est quelque chose que l'on peut, donc qui se taille facilement, et voilà, vous refaites les rainures qui vont bien. Alors le boulot est fait à 90%, hein, voilà, fais la mise au point, Coco, voilà, fais la mise au point, voilà. Et donc, on refait les rainures, et ça se glisse sur le truc comme ça. Donc, j'en ai un ou deux qui traînent, et puis quand je change... Parce que bon, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de matos, de Visoflex et de conneries comme ça? Voilà, c'est tout simplement parce que quand vous commencez à chercher les objectifs, en général, il y a une Visoflex au cul. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, les Visoflex, vous les achetez pas, hein, vous les cherchez pas, vous cherchez les objectifs. Et puis,
9 fois sur 10, le mec qui vend l'objectif, il a la Visoflex à vendre avec. Donc vous achetez la Visoflex avec, et vous faites un heureux, et puis vous faites un heureux. Voilà. Alors, la Visoflex 3 a donc ce système de relevage de miroir qu'on peut avoir lent ou qu'on peut avoir éclair. La Visoflex 2, elle, n'a que le miroir éclair. Et donc, il ne se rabaisse pas après quand vous relâchez le truc. Vous avez un petit levier sur le doigt que vous utilisez pour rabaisser votre miroir. Alors, c'est une pratique à prendre. Voilà. Moi, je connais quelqu'un qui a fait de la chasse photographique avec un 402.8, pas un 402.8, un 400 ouvert à 5. Ah, j'avais foutu un coup de trépied. On va savoir le cadrage ira. Voilà, parce que bon. Alors, hop, on déballe le truc. Voilà, hop. Un beau bébé. Voilà. Et donc ça, c'est un objectif dont je me sers, quasiment tous les ans pour faire oui, voilà, hop. Voilà. Donc c'est le 400 ouvert à 5. Leica, bien sûr. Hein, et voilà, et donc je faisais le 14 juillet avec. Le défilé du 14 juillet avec. Voilà. J'ai fait de la street photographie avec ça. Voilà, une fois, pour rigoler. Voilà. Et avec le M8, ça marche impeccable. Alors, pourquoi le système Visoflex? Pourquoi je suis venu au système Visoflex? À cause du Leica M8. Alors la première raison, c'est que le Leica M8, comme c'est un numérique, ça permet de voir tout de suite le résultat. Première chose. Deuxième chose, le Leica M8 est un APS-H. Donc il a un facteur de crop de 1,33. Et donc du coup, les focales cadrent plus serrées que de ce facteur de crop de 1,33. Je vous renvoie à la vidéo sur le facteur de crop. Donc ce 400 mm fait grosso modo 520 mm ou quelque chose comme ça environ. Donc il ouvre à f5. Un 500 ouvert à 5, même au jour d'aujourd'hui, c'est acceptable. Un 400 qui ouvre à 5, c'est pas terrible, oui, je veux dire. Il ouvrirait à 4, il ouvrirait à 2,8, ce serait mieux. Mais bon, 500 ouvert à 5, ça va, ça passe. Bon. Et ainsi de suite pour tous les objectifs. Tous les objectifs de Visoflex qui ont des diaphragmes, des pleines d'ouverture pas vraiment très très intéressantes, quand ils sont montés sur le M8, du fait que ça prend un petit coup dans la focale, mais en gardant toujours l'ouverture photométrique de la pleine ouverture qu'ils avaient, les rendent plus, plus affriolants, quoi, et plus utilisables. Voilà. Sans compter que, bon, alors moi je connaissais, il n'est pas mort, hein, donc je le connais toujours. D'ailleurs, il va bientôt débarquer. Enfin, quand vous verrez la vidéo, il sera déjà reparti au Portugal. Mais lui, il avait ça dans les années 60-80, et il faisait de la photo animalière à la Kodachrome 64, et ainsi de suite. Alors, je suis content parce que je pensais l'avoir oublié. Donc là, c'est le viseur cheminée. Donc ça, c'est le viseur cheminée de la Visoflex 2 et 3. Voilà. Et donc il y a toujours un oculaire réglable. Voilà. Un oculaire réglable. Et voilà. Donc, je pensais l'avoir oublié, puis finalement, non, j'en avais un dans ma musette. Alors, pourquoi on voit peu de lumière? Ah, parce que le miroir n'est pas baissé. Voilà. Et donc c'est pareil, c'est comme l'autre, on tourne jusqu'à temps. Alors, pour ce genre de viseur, il faut sortir l'oculaire à fond et vous le vissez lentement jusqu'à temps que vous voyez le petit cercle noir au centre des polis, qu'il soit net. Voilà. Donc c'est un objectif avec le pare-soleil intégré. Des fois que ça ne soit pas assez encombrant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça fait sérieux quand même. Bon. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, cet objectif-là, j'ai le payé 260 €. Ouais. Bon, alors certains vont dire, ouais, calcul bord des nouilles. Bah oui.
Ah oui, oui, bon. Et sincèrement, je ne le regrette pas. Voilà. Et donc, c'est un objectif Visoflex 1. Donc, il est utilisé ici avec le Ubio. Voilà. Voilà, donc il se dévisse. Voilà. Donc, on peut le monter sur le Visoflex 1. Alors, bon, voilà, tac, et donc il a la monture 39 à vis derrière, et puis on peut monter un Visoflex. Bon, je ne vais pas le faire parce que comme en fait, ça n'offre aucun intérêt de le monter sur un Visoflex 1, parce que typiquement, c'est pas le genre d'objectif que vous allez utiliser sur un banc de repro. Vous allez très certainement l'utiliser sur pied, enfin, quoi que j'ai fait des photos à main levée avec, sans aucun problème. Et tac, voilà, hop, le petit pour souquet ferme matelot. Et qu'est-ce que je veux dire, le système de prisme de la Visoflex 1 n'est pas intéressant du tout. Cet objectif-là utilise des filtres dans un diamètre complètement chelou. Il était normalement livré avec un filtre, et le filtre normalement fait partie de la formule optique. Voilà. Donc, alors j'ai eu la chance, merci Miloud, d'en trouver un, parce que moi j'en avais pas. Voilà. Mais c'est un diamètre, de toute façon je ne sais pas pourquoi je le sors, ils ne gravent pas les diamètres chez Leica. Et donc c'est le filtre UV, mais c'est un filtre UV modèle 1850, donc en fait c'est un filtre jaune clair, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et pourtant, il est gravé comme les filtres UV, et ainsi de suite. Voilà. Donc, oui, alors pourquoi je parle de filtres et de choses comme ça? Parce que dans le cadre du M8, je vous ai dit que, ah là là, attention, le M8 a des problèmes de dominante infrarouge qu'il faut combattre à tout prix, et que donc il faut utiliser un filtre de coupure infrarouge. Alors, je démonte mon bazar pendant que je cause. Et bien sûr, j'ai eu le souci de trouver un filtre de ce diamètre-là, qui bien sûr n'existe pas, qui même au jour d'aujourd'hui n'existe pas. Mais il se trouve que, comme beaucoup d'objectifs Visoflex, parce que là on a la bague de mise au point normale, mais ils ont inventé un truc qui s'appelle le foco rapide, qui permet la focalisation rapide de quelques objectifs du genre 200 mm, 300 mm, alors 200 mm, 280 mm et 400 mm. Et donc on peut démonter la bague de mise au point. C'est pour ça qu'il faut lire les docs techniques et les catalogues, et choses comme ça, parce que voilà, si on vous présente l'objectif, et puis après on va vous dire, ah, il y a une bague qui s'intercale entre là et là pour faire de la macro, ou on peut changer cette bague-là pour en mettre une autre bague différente. Donc du coup, c'est que ça se démonte. Et si ça se démonte, et ben moi, alors vous n'allez pas le voir, mais j'ai réussi à foutre mon filtre infrarouge, mon filtre de coupure, si voilà, je le fais briller, voilà, j'ai réussi, et j'ai mis un filtre de coupure infrarouge à l'intérieur, quoi. Donc il y a des chicanes en tôle emboutie, je les ai sorties, j'ai mis mon filtre avec du schmilblick pour pas qu'il bouge, et j'ai remis ma chicane, et voilà, et du coup je peux utiliser cet objectif-là avec le Leica M8, et puis avec tous les autres, hein, parce que un filtre de coupure infrarouge, c'est pas gênant, hop, voilà. Voilà, bon, tac. Oui, ici c'est bon. Voilà. Alors je vous fais pas la démonstration avec le 200 ouvert à 4 parce qu'il ne s'est pas démonté correctement, donc, mais normalement le 200 ouvert à 4 se démonte aussi. Voilà, donc on remet le bouchon. Je réfléchis, donc je vous ai parlé d'un peu tout ça. Donc oui, l'intérêt du système Visoflex, c'est d'avoir accès à certains objectifs qui n'ont pas été transposés dans des versions après, ou qui n'ont existé qu'en version Visoflex, et voilà. Je repose ça, voilà. Je vais remettre ça là. Et donc du coup, parmi ces objectifs-là, donc il y a le Hector 125, alors
il fait 120 mm de focale. Mais les Américains, qui sont facétieux, ont décidé de taxer de faire une taxe à l'importation sur les objectifs de 120 mm. Et M. Leica, qui n'est pas la moitié d'un con, il dit c'est pas grave, la norme DIN m'autorise une erreur jusqu'à 5% entre la focale réelle et la focale qui est gravée. Et donc du coup, il l'a gravé 12 cm et demi. Et donc du coup, monsieur le douanier, 12 cm, oui mais nous on est plus grands, nous alors on ne paye pas la taxe, et voilà. Donc ils les ont baisés comme ça. Voilà, et donc c'est marqué, et donc du coup, on trouve sur, donc là c'est plutôt tardif, donc il est marqué 125 partout, mais on trouvait sur le pare-soleil gravé 120, 12 cm, et sur l'objectif gravé 12 cm et demi. Voilà. Enfin, bon, c'est un épiphénomène, mais c'est le truc marrant. Donc, on a cet objectif-là qui est sympa, qui est pas mal, qui est intéressant. Un autre objectif qui est intéressant, c'est cet objectif-là. Alors, cet objectif-là, alors, il faut que parce que moi, je l'utilise, donc je l'ai mis en configuration pour l'utiliser avec le Leica M8, avec un filtre, machin chose, mais si je vous le présente avec le filtre, vous n'allez rien voir. Alors ça, c'est un objectif un peu particulier. Donc c'est un objectif qui est en monture M, hein, qui est en monture M, et c'est un 182.8. Voilà. J'ai un gros problème existentiel avec les 182.8. Voilà. Donc c'est un 182.8. Alors je ne sais pas si on va voir, mais bon, c'est gravé à l'intérieur, c'est marqué quoi d'ailleurs Leitz Wesslar, il n'y a que le numéro, voilà. Alors, c'est un objectif intéressant parce que c'est marqué Leitz Wesslar, mais c'est pas Leitz qui l'a fabriqué. Voilà. Alors, la petite histoire, ça serait un objectif qui aurait été fabriqué par Schneider pour Leica à la demande de l'importateur américain. Voilà. Et il n'est jamais apparu dans les catalogues. Il aurait été 300 numéros ont été affectés à sa fabrication. Et on n'est pas sûr qu'ils étaient tous fabriqués. Mais, bon, bah, c'est un objectif. Alors, on en voit passer un sur eBay par an. Un ou deux, ou trois. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver un particulièrement dégueulasse. Donc, je ne l'ai pas payé cher. Par rapport au prix où on trouve les autres. Moi, je l'ai vu à presque 5 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, je ne l'ai pas payé 5 000 euros. Hein. Mais et quand on lit dans l'Erwin Put, bon, bah, visiblement, il l'a jamais vu, il l'a jamais mis dedans le nez, il a trouvé une photo. Parce que, bon, le bouquin d'Erwin Put, il y a beaucoup de photos qui viennent de chez Westerlich, qui est un Autrichien qui fait des ventes aux enchères de Leica de collection. Donc il y a beaucoup de boîtiers et d'objectifs de Leica de collection où c'est marqué photo Westerlich, et celui-là, bah, visiblement, il ne l'a jamais vu avec. Alors moi, comme j'ai un filtre pour le M8, moi j'ai rajouté un pare-soleil parce que bon, le filtre bloque le fonctionnement du pare-soleil. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous dites qu'il est fou, il rajoute un pare-soleil alors qu'il y a un pare-soleil. Non, c'est parce que le filtre bloque le pare-soleil. Et je voulais pas. Oui, tu vas rigoler, toi, Courbevoie. Je ne voulais pas sortir ma lime pour limer tout mon filtre pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Donc ça, c'est le deuxième objectif qui est vraiment très très bien. C'est une excellente surprise. Alors oui, je voulais vérifier un truc, je reviens. Donc effectivement, parce que je me suis dit, ça m'a trotté à la tête, donc j'ai repris le bouquin de M. Erwin Put, et effectivement, la photo du 182.8, c'est une photo de chez Westerlich. Donc, bon, bah, il en parle, voilà, c'est très historique. Mais quand il dit c'est une note historique d'importance mineure, voilà quoi.
Il dit que, bon, grosso modo, cette optique était destinée à être utilisée avec les Visoflex 2 et 3. Les numéros de série indiquent un lot de 300 objectifs, mais il est peu probable que cette quantité ait été défabriquée. Le fait qu'il a reçu un code officiel mais qu'il ne figure pas dans les catalogues européens indique que Leiss devait avoir des doutes quant à son lancement. Il est alors improbable que l'ensemble du lot ait été vendu exclusivement par l'intermédiaire de la filiale de New York. Sa formule ressemble beaucoup à la formule du Zeiss Sonar de 880 Olympia de 1936, avec la construction caractéristique d'un groupe cimenté, de 3 éléments au milieu. Et effectivement, ça pèse le même poids que le 182.8 du Pentacon, qui est, lui, réellement l'évolution du Zeiss Sonar Olympia. Les performances devraient être comparables à l'Elmarit de 880 de 1966. Ce télé-Elmarit de 880 est un design Schneider, et on peut penser que Schneider le fabriquait. Schneider a fourni des grands angles, effectivement les super angulons, ça vient de chez Schneider, mais aussi des pièces de l'Elmarit 90. Ce 180 est une optique mythique par sa rareté et le mystère de sa distribution. L'objectif est fascinant pour les collectionneurs, mais devrait être une note de bas de page de l'histoire de Leitz. Voilà, après, il part sur autre chose. Voilà. Excusez-moi, messieurs, si vous l'aviez essayé, vous s'apercevrez que c'est un très bon objectif et que ça valait le coup. Alors pourquoi je prends du temps? Parce que, vous voyez ce que je veux dire, il y a des gens qui s'installent en spécialistes de la spécialité, en docte, et qui vous assènent des trucs. Et puis des fois, il y a des crétins comme moi qui disent on va essayer, on va voir. Et voilà, on t'en trouve un, tu fais des photos avec, et puis tu dis ouais. Et du coup, on ne comprend même pas que cet objectif-là n'ait pas été beaucoup plus distribué. Voilà. Alors si on le comprend, si c'est Schneider qui l'a fabriqué, Leica, il va falloir qu'il achète des objectifs à Schneider pour les vendre. C'est pas tellement intéressant. Vous voyez. Vous faites appel à un sous-traitant, mais il ne faudrait surtout pas que ça se sache. Donc, vous faites faire des éléments, à gauche chez un sous-traitant, à droite chez un autre, et puis vous assemblez. Et dans ce cas-là, vous pouvez produire beaucoup plus que ce que peut produire votre outil industriel, ça c'est envisageable. Par contre, quand vous faites faire tout l'objectif, truc, et à un moment donné, le mec il dit pourquoi je ne le vendrais pas sous ma marque, voilà. Enfin bref. Bon, donc, on va trouver chez Visoflex, pour les Visoflex, des objectifs intéressants, donc comme ce 180, ce 120 mm, ce 400 ouvert à 5. J'en ai trouvé d'autres beaucoup moins intéressants, comme le 200 ouvert à 4, qui est assez décevant. Alors le 200 ouvert à 4 a eu un antécédent qui est le 200 ouvert à 4,5, qui est gentillet, mais bon... celui-là, alors vous voyez, je le sors, ça fait un peu de bruit. Alors je l'ai mis dans un sac en plastique parce que c'est un diamètre 48 devant et j'ai pas de bouchon de diamètre 48. Et alors si vous vous souvenez, il ressemble étrangement au Tambar. Voilà. Alors, on ne sait pas, voilà, ça serait marrant de regarder, de prendre un pied à coulisses pour vérifier les mesures, mais en tout cas, si c'est vraiment deux pièces différentes, le mec qui a dessiné, il ne s'est pas trop fait chier, quoi. Donc ça ressemble beaucoup au Tambar du point de vue du design, et ça c'est un objectif qui date des années 30-40, voilà. Alors je vérifie pas dans le bouquin parce qu'il est très... Il y a le système Visoflex au global et les objectifs Visoflex, ça prend 4 pages, 5 pages grand max, voilà. Et c'est bien dommage parce que, à mon avis, ça aurait largement mérité plus. Voilà. Mais bon, je replace mon bousin et on montre comme ça. Alors maintenant, maintenant que j'ai essayé de vous le vendre, je vais vous parler des emmerdes. Voilà, parce que bon, il y a quand même des petits soucis, des petites emmerdes, des choses comme ça. Donc on a vu que c'est un système mécanique à part. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai deux qui sont armés, ça fonctionne. J'arme, je peux redéclencher, alors je n'ai pas baissé le miroir.
ça peut être intéressant quand vous êtes sur un banc de repos et que vous passez vos diapos, en sachant que la mise au point sera bonne. Voilà, vous n'êtes pas obligé de réarmer à chaque fois. Voilà. Et puis vous pouvez déclencher. Ah merde, j'avais oublié d'avancer le truc. La biche, elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le problème. C'est pour ça que finalement, sur la Visoflex, je préfère, quand je suis dehors et des choses comme ça, utiliser la Visoflex 3 parce que la Visoflex 3 n'a pas besoin d'être réarmée. Voilà, elle n'a pas ce levier-là. Et du coup, si vous utilisez un boîtier numérique, il y a un moteur dedans qui réarme automatiquement. Donc la Visoflex 3 avec un boîtier numérique, ça marche bien et on n'a pas d'emmerde de ah bah zut, c'était pas armé ou c'était pas comme il fallait. Voilà. Après, on va avoir sur la Visoflex 1. Et ça, c'est vraiment comment ça s'appelle, un élément bloquant. Donc, pour utiliser les... voilà, si, je peux le faire ça avec ça, voilà, tac, hop, voilà. Donc, pour la Visoflex 1, ça s'utilise éventuellement avec ça. Donc ça, c'est un déclencheur double. Et on visse... Alors, les déclencheurs doubles existent en double cloche et existent pour double cloche pour les boîtiers vissants et existent avec l'embout qui va bien pour aller dans les boîtiers modernes. Et donc, dans n'importe quel boîtier qui aurait la prise qui va bien. Et donc, quand vous allez appuyer sur le déclencheur doucement, vous allez d'abord relever le miroir et après vous allez déclencher le truc. Donc ça, quand vous êtes sur pied en train de faire de la macro, pouf, ça marche impeccable. Bon, ça c'est le premier cas. Alors, hop là. Donc je suis revenu, j'ai retrouvé mon bazar. Et donc, bien sûr, il y a un moyen de faire différemment. Et ce moyen de faire différemment va reposer sur l'emploi d'un déclencheur dit pneumatique, qui n'a rien de pneumatique, mais qu'on a appelé comme ça, et qui existe en deux versions. Voilà, alors je vais essayer de vous les présenter. Donc, on a cette version-là, qui est faite pour les vissants à cloche, et c'est en haut qu'il faut regarder. Il y a un gros trou pour mettre la cloche du vissant, et en bas, il y a un truc bizarre. Et l'autre, il est pareil, en bas c'est pareil, mais en haut, c'est différent avec le petit bague rouge et la petite quéquette qui va monter dans le truc du déclencheur souple. Et donc, on visse ça au sommet du bousin. Voilà, on visse ça là, hop. On fait une petite boucle, on visse ça là-dessus. Alors, c'est pas le truc que tu fais en courant prendre ton métro, hein. Voilà, hop là, voilà. Alors, on a le bousin. Ouais, c'est bon. On a peut-être besoin d'un petit dégraissage. Voilà, et donc le principe c'est j'arme le mécanisme en appuyant sur le bouton qui me permet de relever le bazar, mais c'est un épiphénomène. Et après, quand on va déclencher, le truc, quand vous appuyez, le câble pousse une petite quéquette qui déclenche un ressort là-dedans, qui vient appuyer sur le bouton et vous continuez à... Ça déclenche le boîtier. Donc vous faites là, voilà. Et vous réarmez là, voilà. Alors, c'est un épiphénomène. Pourquoi? Alors, ça fonctionne, et surtout, ça supporte la rotation du boîtier. C'est étudié pour, voilà. Alors, pourquoi? Alors, je vous en parle, parce que c'est important.
C'est un épiphénomène parce que bon, le déclencheur double va très très bien, il n'y a pas de souci, quand on est sur pied en utilisation studio ou bande repro, donc il n'y a aucun souci. Et la Visoflex 1 en photo de rue, d'action ou de choses comme ça, j'y crois pas. Hein, voilà, j'y crois tout simplement pas. Mais du coup, vous pourriez être intéressé de l'acheter. Enfin, en fait, je vous déconseille de l'acheter. Voilà. Mais c'est incompatible avec le plot. Ça ne va que sur la Visoflex 1. Et le problème, c'est que quand vous cherchez celui-là, et c'est souvent celui-là qu'on vous envoie. Celui-là, personne n'en veut, hein, parce que ça, c'est pour utiliser uniquement sur les boîtiers vissants. Voilà. Parce que le boîtier vissant a un mode d'attache différent du déclencheur souple. Voilà. Voilà, tac, ça se monte sur un vissant. Alors bon, ma Visoflex 1 pour boîtier vissant, je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas vous la montrer. Elle est rangée avec les autres viseurs, et voilà, et c'est pour ça que je les ai oubliés. Et pourtant, je suis passé 3 fois devant la boîte, mais je me suis dit, bon, j'ai dit que c'était pas nécessaire. Donc, quand je vous disais, ça c'est la première étape. Donc, on a vu comment fonctionnaient les Visoflex, on a vu le type d'objectif qu'on pouvait monter dessus, et puis je vous ai montré rapidement, le soufflet 2 avec la Visoflex 2. Donc, le soufflet 2 avec la Visoflex 2, donc c'est ça, voilà. Hop là. Yop. Et donc ça, quand on va faire du cadrage vertical, c'est tout l'ensemble qui va tourner. C'est pas forcément très agréable à utiliser. Et la gestion du déclencheur souple dans la Visoflex est un vrai bonheur. Non, je reviens. Oui, la gestion du déclencheur souple avec la Visoflex est une vraie merde. Alors, ça dépend de laquelle. La Visoflex 1 va très très bien. C'est la Visoflex 1, on utilise un déclencheur double. Donc, il y a a besoin de 2 déclencheurs. Elle a besoin d'un déclencheur qui va venir se fixer là. Donc ça, n'importe quel déclencheur au standard à cloche va aller très très bien. Et puis votre boîtier, il peut avoir n'importe quel autre déclencheur. Il peut avoir un déclencheur électrique, il peut avoir un déclencheur standard à cône ISO et ne pas poser de problème. Voilà. La Visoflex 2, elle est monodéclencheur. Elle a besoin que d'un seul déclencheur. Mais ça marche pas terrible. Ça marche pas terrible. Je m'explique. Le déclencheur souple se fixe sur le côté. Là. Se fixe sur le côté dans le bouton chromé qui est là. Voilà. Et donc le déclencheur souple, alors là j'ai un petit pic sandwich. Donc avec le déclencheur souple, vous allez appuyer sur le bazar, ça va, la quéquette du déclencheur souple va rentrer dans un cône à l'intérieur et ça va actionner le levier. Il faut appuyer vraiment très très fort, comme un malade, pour réussir à déclencher le boîtier. Voilà. Donc ça ne marche pas très très bien et c'est plutôt un truc pour fusiller les déclencheurs souples. Si vous avez un déclencheur souple à 1,50 € acheté en Chine avec les gaines métalliques tressées, vous le flinguez en très peu de temps. C'est pas fait pour. La Visoflex 3. La Visoflex 3, je cherche un endroit où poser mes choses, elle c'est encore pire. Parce que alors à tel point, c'est que le trou du déclencheur souple, je m'en sers pour mettre un softie de réserve, parce que je me suis aperçu que ces softies favorisaient le mode de fonctionnement du levier déclencheur,
C'est-à-dire que les softies bombés, là, les softies, c'est ces espèces de petites saloperies rouges. Alors moi je les prends rouges parce que ça se voit mieux au fond du sac. C'est pas parce que c'est Leica et que j'ai un Leica et que je vais un point rouge, c'est pas pour ça, mais on les voit mieux au fond du sac. Quand ils sont noirs ou argentés, où on ne voit pas forcément très bien. Ça se voit très bien. Et puis quand ça tombe dans l'herbe, on le retrouve. Voilà. Et donc là, le softie, comme il est bombé, ça permet le bras de levier appuie sur le truc. Donc l'avantage du softie, c'est que ça empêche ça évite que l'eau de la pluie tombe dedans. J'ai eu le cas avec le M8, j'ai failli avoir, j'ai eu des débuts d'oxydation, le déclencheur qui devenait dur et ainsi de suite. Bon, ça va quoi. Donc voilà, suite à un 14 juillet mémorable, voilà. Et quand ils sont bombés convexes comme ça va très bien avec le bras de levier de la Visoflex. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en utilise. Et c'est pour ça que je les prends en rouge. Donc là, on a au bout du doigt la prise du déclencheur souple. Et donc là, c'est un truc complètement Shadok. C'est vous appuyez sur un levier, sur une cam, et ça appuie sur le levier. Et c'est pareil, il faut appuyer très 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 fort. Et ça marche pas très très bien. Donc, c'est pour ça que finalement, les 3 Visoflex, je les utilise. Mais je ne les utilise pas forcément dans les mêmes conditions ou sur les mêmes sujets ou dans les mêmes façons de prendre la prise de vue. Voilà. Donc on va faire rapidement les autres. Ensuite, on a le VF2. Alors le VF2, c'est un système qui fonctionne uniquement, alors qui s'appelle Visoflex aussi. Enfin non, le VF2 s'appelle le VF2. Et la suivante qui est le viseur... qui est le viseur électronique du Leica M10, il s'appelle Visoflex 020. Voilà. Donc ils ont repris le nom de Visoflex. Voilà. Donc le VF2, moi j'utilise celui d'Olympus. Alors j'utilise celui d'Olympus parce qu'en fait Leica achète celui d'Olympus. Achète celui d'Olympus et voilà, et c'est prévu pour quoi. Alors et donc ça se fixe au sommet du boîtier, c'est inclinable, on est content. Et donc du coup, avec ça, on peut bien sûr utiliser n'importe quel objectif et avoir la visée réflexe avec, hein, comme n'importe quel mirrorless. Voilà. Mais alors, j'en parle parce que ça s'appelle aussi Visoflex. Mais si vous voulez utiliser les objectifs prévus pour la Visoflex avec ce système-là, eh ben, il va falloir réussir à mettre l'objectif à la bonne distance. Voilà. Alors, pour le 200 et le 400, cette bague a existé. C'est-à-dire une bague tubulaire qui remplaçait la Visoflex 1 a existé. Par contre, elle n'a pas existé pour remplacer la Visoflex 3. Et aucun chinois, personne ne la fabrique, ni quoi. Donc, on pourrait envisager de monter un objectif de Visoflex 1 avec une visée électronique et avec le tube qui va bien, parce qu'il existait chez Leica, c'est tout simplement ça. Alors que pour la Visoflex 2 et 3, ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et les Chinois ne l'ont pas fait. Donc, il n'y a pas trop de solutions. Enfin, voilà. Les trucs chelous. Alors, les trucs chelous. Donc, comme je vous disais, Leica a fabriqué des choses pour la photographie n'était pas l'occupation principale de Leica. Voilà. Et de loin. Puisque quand Wilder Burton a racheté Leica en 1972-73, la section photo a failli passer à de patresse. Hein. Eux, ils achetaient les théodolites, ils n'en avaient rien à foutre et ils rachetaient les théodolites et les microscopes, ils n'en avaient rien à foutre des objectifs, des appareils photo. Bon. Alors par exemple, on va trouver ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est un système qu'on va retrouver sur des bandes repro ou des choses comme ça, que l'on va pouvoir trouver à des prix assez intéressants, qui utilisent les mêmes
viseur que la Visoflex 1 et dans lequel on va retrouver le même dépoli que le plot. Voilà. Zoup. Ça s'appelle un Focus Slide. Enfin, ça a plusieurs noms, des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... fais le mise au point, Coco. Vas-y. En fait, bon, je ne sais pas ce que ça va donner au montage. En fait, le jour est en train de se coucher. Voilà. Et comme il y a beaucoup de nuages, le ciel bleu, mais il y a beaucoup de nuages. Bon. Et donc, on a le même dépoli de mise au point. Ça m'énerve ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire, Voilà. Donc, avec le vert clair au centre, et choses comme ça. Voilà, ça, il a chopé le truc. Bon. Et donc, on monte le boîtier. Alors, il y a quasiment, il n'y a pas un modèle par boîtier, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a un modèle sur lequel on peut monter. Alors, vous voyez, par exemple, ce modèle-là, moi, je l'ai modifié pour monter le M8. Hein, parce qu'il était fait pour le M2, M3. Et moi, j'ai acheté ça pour utiliser avec le M8. Donc là, j'y suis pas allé à la lime, j'y suis carrément allé avec une fraiseuse. Voilà. Donc, on glisse le boîtier en biais dedans. Hop, et on tourne et on abaisse. Voilà, et donc du coup, vous avez votre montage qui est comme ça, avec le viseur. Vous faites et l'objectif qui se vise dessus. Donc c'est fait pour des usages macro photo. Voilà, donc vous avez l'objectif qui est là au bout, c'est un petit focotard, vous avez une bague de mise au point, vous avez deux bagues à longe pour faire des rapports de grandissement différents, et puis quand vous êtes prêt à faire la photo, vous appuyez sur le levier, vous poussez le truc, pouf, et vous mettez l'objectif, le boîtier en face de l'objectif, et puis vous déclenchez. Voilà. Donc ça, c'était un truc qui était utilisé sur banc de repro à colonne, et c'est pour celui-là qu'en fait avait été fait le PAMU, parce que le PAMU, ça vous permet de viser à 90 degrés pour voir dedans. Bon, c'est sympa à utiliser, mais il faut en avoir l'usage. Et par exemple, si vous vous dites, bah tiens, j'aurais ma collection de timbres à photographier en macro, ou choses comme ça, et que vous voulez que ça soit plaisant à faire, et ainsi de suite, enfin que vous voulez un niveau de qualité très très bon, et que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un objectif macro Zeiss à 1500 €, un objectif encore plus cher dans une autre marque, ou ainsi de suite, et ben du coup, ça en devient très tentant, hein. Ça en devient très tentant. Voilà. Moi, je vous rappelle que bon, pour le boulot, mais enfin pour le boulot, il se trouve que c'est moi qui ai acheté les objectifs, parce que on peut pas acheter d'occasion, on peut acheter que neuf, mais les trucs, ils n'existent pas neufs. Et donc du coup, moi, j'utilise des Sumar de banc Aristophot. Donc j'avais le 120, j'ai toujours le 120, et puis là j'ai racheté il n'y a pas longtemps un 120 et un 80, parce que j'ai trouvé ces objectifs pas chers, puis que j'avais besoin d'une focale de 80 pour faire ma repro. Si vous vous souvenez, je vous avais montré dans la monture, dans les vidéos sur les Hasselblad, je vous ai parlé de mon kinoptique que j'ai monté en filetage 65 mm en utilisant des trucs achetés sur eBay, comme la bague de mise au point 65 mm. Et je me suis aperçu qu'en fait, les soufflets, la bague qui se monte devant les soufflets est du 65 mm. Voilà. Et donc du coup, je peux monter mon kinoptique sur mon soufflet. Alors,
Vous allez me dire, mais comment ça n'était pas fait? Bah si, j'avais fait faire la bague. J'avais fait faire la bague. Mais bon, en fait, je me suis aperçu de ça bêtement en essayant. Et ça m'a bien fait rigoler parce que j'avais eu du mal à faire la bague. Et alors qu'en fait, je l'ai acheté pour... alors, la bague en elle-même, je l'ai payée genre 15 € ou un truc comme ça, quoi. Alors que la faire faire à l'atelier m'a coûté beaucoup plus cher en discussion et autres valeurs. Alors donc le soufflet 1 se monte avec la Visoflex 1, le soufflet 2 se monte avec la Visoflex 2, et donc c'est la même bague. C'est la même bague. Alors, moi la bague que j'ai fait faire me permet d'avoir l'infini, alors que là, si j'essaye de... alors que je ne me cours pas de bague de mise au point, voilà. Donc là, j'ai l'infini, donc j'ai perdu quelques millimètres de tirage de mon soufflet, mais voilà, ce système-là m'a permis d'utiliser cet objectif-là sur mon Leica bien avant que je m'aperçoive que je pouvais faire avec des bagues en diamètre 65. Bon, sachant que la bague Leica n'existe pas, la bague Leica M n'existe pas en diamètre 65, donc il aurait fallu la faire faire. Donc de toute façon, il aurait fallu faire une bague. Bon, ceci va conclure le système Visoflex. Moi personnellement, bon, je vous dis, c'est quelque chose que j'utilise. Alors je l'utilise pas tous les jours, faut être honnête, mais je l'utilise très souvent et je l'utilise à chaque fois que je veux faire de la macro. Puisque bon, voilà, actuellement, bon, la macro que je fais le plus souvent, c'est pour photographier des pièces mécaniques au boulot. Je le fais avec mon matériel perso parce que si vous voyez ce qu'on a pour faire des photos au boulot, c'est à rigoler. C'est à rigoler. Mais bon, ceux qui décident ne font pas de photos, donc ceux qui décident achètent n'importe quoi, et ça fout de la merde. Et puis de toute façon, je me suis toujours aperçu que même dans mon ancien labo où on faisait de la macro photo, dans mon ancien labo, on faisait de la recherche en géologie. Et donc on faisait, donc ils avaient des microscopes, Leica, Zeiss, toute la panoplie, toute la fine équipe, que du teuton, choses comme ça. Et alors c'est dommage que je ne l'ai pas récupéré parce qu'ils avaient un banc Aristophot. Et si j'avais su, je l'aurais bien récupéré. Mais à l'époque, je n'étais pas tellement dans ce trip-là. Et donc du coup, il y avait un postdoc là, qui voulait photographier des lames minces en double polarisation, et des lames minces qui faisaient grosso modo 24 mm par 36 mm. Voilà. Et je discute, et puis je suis en train de faire une connerie, moi. Et c'était pas bon. Et bon, ils avaient un système Olympus macro qui était pourtant très très réputé. Et c'était bon au centre, mais c'était pas bon dans les bords, c'était dégueulasse, et trucs comme ça. Et moi j'ai fait ma macro, il dit, ah, pas bon, un truc comme ça, tu pourrais pas l'aider, tu pourrais pas faire un coup de main, puis bon, je dis, ah, t'as fait ça avec ça, ouais, bon, d'accord, passe-moi tes lames minces. Puis je lui ai donné la mince, et puis je lui ai donné les photos après, puis oh putain, mec, oh, c'est bon, c'est impeccable, c'est super, c'est merveilleux. Enfin bon. Lui, il avait fait ça avec un objectif macro Zuiko 50 ouvert à 3.5 prévu pour. Et moi, j'avais fait ça avec une focale 150 mm d'agrandisseur. Donc qui normalement n'était pas prévu pour fonctionner au grandissement 1.1. Mais en utilisant une focale longue et le tirage qui allait derrière, j'ai réussi à me mettre au grandissement 1.1 et à utiliser un très faible angle de prise de vue lié à la longue focale.
Et donc du coup, utiliser l'objectif dans une variation angulaire de champ plus faible, et donc avoir beaucoup moins de soucis d'aberration dite d'ouverture. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que faire des objectifs de macro, de focale très très courte, qui vous permettent de faire du 1 sur 1 directement, je l'ai cet objectif-là, c'est le 40 mm micro-Nikkor que j'utilise de temps en temps. Eh bien, ça va pas exactement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et que des fois, c'est mieux de pouvoir allonger la focale de l'objectif qu'on va utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre les soufflets assez facilement, et ainsi de suite. Voilà. Moi, mes macros que je fais au boulot, j'utilise des focales de 80 mm à 120 mm de focale pour photographier des saloperies qui font 3 mm par 6 à peu près. Et je me mets au grandissement 1 sur 1 ou 1 sur 2, suivant ce que je photographie. Et puis je photographie ça. Alors je photographie pas ça avec mes Leica, je photographie ça avec le Nikon J5, qui est un Nikon de la série One, et c'est le modèle J5, qui a un capteur qui fait 9 mm par 13 mm et 20 millions de pixels. Et donc du coup, j'ai pas un très grand capteur, j'ai quand même plein de pixels, donc des tout petits pixels. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut trouver l'objectif qui est capable de résoudre à l'échelle du micron. J'ai quelques objectifs en boutique, pourtant, j'en ai 2, 3 maintenant, qui le font. Il y a le Zeiss macroplanar 100 ou RA2, que j'ai en monture Nikon, ZF2, et puis j'ai mes Sumar 12 cm et 8 cm. Voilà. Et que je pourrais utiliser avec ça, parce que en cherchant bien, je dois avoir la bague qui va bien. Et puis si j'ai pas la bague qui va bien, je fais le plan, les pages jaunes. Alors à Courbevoie, page jaune, c'est à l'étage en dessous, parce que moi je travaille dans une entreprise, donc il y a un atelier. Mais ça m'est arrivé de faire des choses par des artisans locaux. Hein. Mon 50 Canon ouvert à 0,95, je ne l'ai pas fait modifier au boulot, je l'ai fait modifier par Photociné MS en payant, et ainsi de suite. Mon trépied Jitso Leveling, je l'ai fait parce que je connaissais quelqu'un qui bossait dans un atelier à Toulouse. Voilà, mon truc il a été fait à Toulouse par quelqu'un qui bossait chez Airbus. Voilà, ça m'a coûté une bouteille de Ricard, et puis voilà, basta. Voilà, bon, ce que je vais dire, et là ça va vraiment conclure, que le système Visoflex c'est bien, c'est sympa. Documentez-vous sur... récupérez la documentation d'époque, qu'on trouve en PDF sur Internet, il n'y a pas de souci. Sur Sumilux.net, il y a des volets où on peut récupérer... Il n'y a pas toutes les documentations. C'est le problème de Sumilux.net, il n'y a pas toutes les documentations Visoflex, mais il y en a pas mal. Et puis, ça va vous permettre de savoir qui va avec qui va avec quoi, et qui fait quoi. Voilà. Et puis, allez voir sur Flickr les photos qu'on fait. Voilà. Là, actuellement, il y a, sur le Sumilux, il y a un site de gens qui font de la macro avec cet Elmar 3565, et ils vous sortent des photos de petites araignées, des choses comme ça, qui marchent très bien, et ils mettent ça au cul d'un Olympus micro 4 tiers, ou des choses comme ça. Donc on peut faire des choses. Pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer, pour vous faire comprendre que le Leica est cher, le Leica est télémétrique, mais le Leica est avant tout un mirrorless, qui offre la particularité d'être en plus télémétrique, et vous offre, du moins pour le M240 et puis le M10, et vous offre des possibilités que va pouvoir vous offrir aussi votre mirrorless, puisqu'il va y avoir une bague sur votre Sony Alpha 7 ou sur votre Z7 Nikon ou sur votre EOS qui va permettre d'utiliser la baïonnette M. Voilà, la baïonnette M.
Voilà. Bon, vous n'utiliserez pas la Visoflex dessus, et vous vous démerderez avec des bagues à longe, des bagues à longe comme celle-là, voilà, vous en empilez deux. Le problème, c'est qu'on ne réussit pas à faire pile poil la cote de 28 mm de la Visoflex 2 et 3. C'est un peu dommage, ça. Mais à la limite, il y a les pages jaunes, hein. Il y a les pages jaunes. Moi, je ne l'ai pas fait faire parce que j'en ai pas besoin, je n'ai pas éprouvé le besoin, mais le jour où j'en ai besoin, je dessine un plan, page jaune, et puis voilà, je fais faire la pièce. Hein. Je ne vais pas me picorer la horte pour ça. Voilà. Sur ce, soyez cool pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.